Sur cette photo diffusée sur les réseaux sociaux, des manifestants azerbaïdjanais présentés comme des militants écologistes bloquent le couloir de Latchine. Depuis lundi, plus rien ne circule sur cette route essentielle pour la population arménienne majoritaire de l'enclave du Haut-Karabakh. Officiellement, les manifestants protestent contre l'exploitation illégale de minerais par les Arméniens du Karabakh. Un faux prétexte pour l'Arménie. Une catastrophe humanitaire a commencé dans le Haut-Karabakh. Tout cela est une nouvelle preuve que l'Azerbaïdjan poursuit une politique de génocide contre les Arméniens du Haut-Karabakh. De son côté, Bakou nie toute responsabilité dans ce blocus et accuse les troupes russes chargées d'assurer le maintien de la paix dans cette bande de terre depuis 2020 d'en être responsables. Moscou s'en défend. Le ministre russe de la Défense et les casques bleus russes ont travaillé activement pour désamorcer la situation. Nous prévoyons qu'il sera rouvert à la circulation très prochainement. Pour les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, le couloir de Latchine est vital. Il s'agit de l'unique route reliant l'enclave à l'Arménie. Le Haut-Karabakh, un territoire disputé depuis plus de 30 ans entre Yerevan et Bakou. Peuplée majoritairement d'Arméniens, cette région montagneuse soutenue par Yerevan a fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS. Et quand une guerre est oubliée, un conflit est oublié, vous pleurez aussi, en tout cas vous le dénoncez, vous manifestez. Là je parle bien sûr de l'Arménie. Vous étiez il y a peu de temps en Arménie, à la frontière de l'Artsakh, du Haut-Karabakh. Karabakh. C'est un conflit justement qui est éclipsé, écrasé par la guerre en Ukraine. Oui, là on peut s'interroger au traitement médiatique et politique d'un conflit qui ressemble beaucoup à ce que subit l'Ukraine face à l'agression russe et qui bizarrement échappe complètement à nos préoccupations, comme s'il y avait un rapport proportionnel entre la manifestation de l'indignation et le traitement que les médias accordaient à un pays. Il faut voir que l'Arménie a été agressée physiquement et militairement en 2020 par l'Azerbaïdjan dans une toute petite enclave arménienne qui s'appelle le Haut-Karabakh, et que les Azéris, depuis 2 ans, remettent cette pression permanente avec des agressions militaires sporadiques mais permanentes. Et là, il y a 2 mois, il y a eu des attaques sur le sol souverain de l'Arménie. Et depuis hier, la toute petite enclave du Haut-Karabakh, depuis hier après-midi, la liaison par une route terrestre a été coupée, le gaz a été coupé, et il y a 120 000 Arméniens dans le Haut-Karabakh qui sont privés de chauffage et même de communication physique. Ce blocus concerne des centaines de milliers de civils depuis 3 jours maintenant. Est-ce que l'on sait dans quelles conditions ils vivent en plein hiver? Bonjour. Oui, écoutez, on le sait à peu près. On a dû fermer une grande partie des écoles parce que depuis 48 heures, c'est non seulement le blocus de la route, mais c'est aussi la coupure du gaz qui a été déclenchée. Donc en fait, les habitants, les 120 000 habitants de la région du Haut-Karabakh sont privés de gaz. La plupart d'entre eux se chauffent au gaz. Les écoles ont donc dû fermer hier. On sait que les hôpitaux aussi, notamment ceux qui ont des patients en état critique, qui demandent de se faire hospitaliser à Yerevan, sont dans une situation très difficile. Ces patients risquent de mourir faute de pouvoir être transportés à Yerevan rapidement. Voilà, il y a un rationnement à la fois des provisions en gaz, donc qui sont distribuées au goutte à goutte, juste pour les situations d'urgence, et puis de la nourriture. Voilà, donc le rationnement est mis en place par les autorités à Stepanakert pour pouvoir faire face pendant les jours suivants, puisque personne ne sait quand est-ce que cette situation prendra fin. Est-ce que l'on sait qui sont ces hommes qui bloquent la route? Ils se présentent comme des défenseurs de l'environnement. Yerevan dit qu'ils sont envoyés par Bakou. Personne ne sait officiellement qui ils sont, mais on a du mal à croire que des défenseurs de l'environnement soient obligés de bloquer un corridor humanitaire et de mettre une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans des difficultés telles que vous les avez décrites, afin de parvenir à solutionner des problèmes sur des mines qui se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de là où eux-mêmes ont planté leurs tentes. Donc on ne comprend pas très bien la logique. Par ailleurs, quand on sait que l'Azerbaïdjan est classé 141e sur le classement des pays les plus libres du monde, on doute que des mouvements d'activistes puissent se dérouler
sans l'aval plein et entier des autorités. Parlez-nous peut-être de ce corridor de Maigri. Remettons la carte. C'est une petite route dans le sud de l'Arménie qui relie visiblement l'Azerbaïdjan. Bakou est une exclave de l'Azerbaïdjan qui a des enjeux géopolitiques importants. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce corridor n'existe pas encore. La demande précisément achoppe sur le fait que l'Azerbaïdjan souhaiterait avoir un corridor qui passerait sur le territoire arménien, mais sur lequel l'Arménie n'aurait aucun droit de regard. Donc, elle serait en fait privée de sa souveraineté sur cette portion de route, ce qui dans les faits reviendrait à couper l'Arménie de sa frontière sud avec l'Iran. Alors, l'Azerbaïdjan estime que ce corridor, c'est pour désenclaver l'exclave que vous avez noté, qui s'appelle le Nakhitchevan, qui est de l'autre côté de l'Arménie. Qui est à gauche, mais là, en réalité, sur la carte, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais la région du Nakhitchevan n'est pas enclavée comme l'est le Karabakh, puisque le Nakhitchevan a des jonctions régulières et fréquentes et une frontière ouverte avec l'Iran, et de même avec la Turquie. Donc la situation n'est pas du tout comparable. En revanche, si l'Arménie perdait sa souveraineté en octroyant ce que l'Azerbaïdjan souhaite, c'est-à-dire un corridor au sud là, qui passerait par Merli, elle perdrait, elle, sa frontière avec l'Iran. Hors des frontières ouvertes, l'Arménie n'en a que deux. Elle en a une petite avec l'Iran et une avec la Géorgie plus au nord. Et aucune des deux n'est en réalité facile d'accès. Donc, perdre une frontière n'est pas envisageable. Finalement, il y avait ce projet, ce cessez-le-feu, puisqu'il a été signé à l'issue de la guerre, cessez-le-feu du 9 novembre 2020, qui garantissait la libre circulation des citoyens, des véhicules, des marchandises dans les deux sens. Là, je parle du corridor de Latchine. Force est donc de constater que cet accord est caduc, en tout cas, il n'est pas respecté aujourd'hui. Est-ce que l'on est en train de glisser vers un nouveau conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? L'accord n'est pas caduc dans le sens où c'est pas parce qu'il n'est pas respecté. Plein de provisions de cet accord ne sont pas respectées depuis novembre 2020, mais force est de constater que militairement, les seules forces d'interposition qui sont aujourd'hui au Karabakh et qui permettent, si vous voulez, que les Arméniens de l'Artsakh continuent à vivre sont les forces d'interposition russes. Donc de ce point de vue-là, c'est bien le jeu que je décrivais tout à l'heure qui se joue. Alors est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Mais ce serait bien à corps défendant, j'allais dire, parce que l'Arménie ne souhaite évidemment pas d'une nouvelle guerre. En revanche, je crois que l'hypothèse qui est en train de se dessiner sous nos yeux en ce moment même, c'est de forcer le passage et de forcer manu militari l'ouverture de ce couloir en faisant peser un chantage humanitaire atroce à l'Arménie via les Arméniens d'Artsakh. Et pourquoi pas régler les deux en même temps, si j'ose dire, puisque malheureusement, c'est une alerte au génocide qui a été émise, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus le député ou uniquement le député qui est passé dans votre ligne d'information tout à l'heure, c'est l'Institut Lemkin qui a, pour la 4e fois depuis 12 mois, levé une alerte au génocide contre les Arméniens de la part de l'Azerbaïdjan. Voilà. Ils tiennent à montrer que les véhicules peuvent circuler, qu'il n'y a aucun blocage. Quelques dizaines de personnes qui disent manifester ici depuis 2 semaines contre des mines illégales dans la région. Notre but n'est pas de bloquer la route, nous ne sommes pas des bloqueurs de route. Nos objectifs sont complètement différents. Nous voulons empêcher l'exploitation illégale sur nos terres. C'est pour empêcher le pillage illégal de nos terres et le terrorisme environnemental. Mais selon l'Arménie, ces manifestations ne sont qu'un prétexte. Il y aurait derrière ce mouvement l'Azerbaïdjan, son ennemi juré, avec qui elle se dispute la région du Haut-Karabakh depuis des années. Et si Erevan accuse Bakou, c'est parce que les protestataires sont installés au niveau du corridor de Latchine, la seule route qui permet de relier l'Arménie et le Haut-Karabakh, où la grande majorité des habitants sont arméniens. Ce sont eux qui ont organisé ce dimanche un grand rassemblement pour dénoncer des pénuries. Ils affirment que les manifestants bloquent la circulation dans le corridor de Latchine. Pendant 14 jours, aucun aliment, médicament, carburant ou autre produit vital n'a été autorisé à entrer en Artsakh. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont déjà affrontés à 2 reprises pour le contrôle du Haut-Karabakh. Au début des années 90 et en 2020. 2 conflits qui ont fait au total plus de 36 000 morts.
Մենք շատ վատ վիճակում ենք այդ բլագադայից հետո, մանավանդ էլեկտրաէներգիայի պատճառով մեր շատ ենք տուժվում։ Ցուրտ է, փոքր երեխաներ ունենք, մի ամսական թորնիկ ունեմ, вообще վիճակ չկա, շատ վատ վիճակում ենք։ Карабах на грани гуманитарной катастрофы. Он не на грани, он сейчас в гуманитарной катастрофе. Очень тяжело, и сейчас мы предпринимаем все, что в наших силах, чтобы избежать того, чтобы больные дети, лежащие в больнице, не переморозились и не осложнили свои основные заболевания. D'un siècle. 120 000 personnes sans nourriture, sans médicaments, sans chauffage. La population du Haut-Karabakh est coupée du monde depuis le 12 décembre dernier par de soi-disant militants écologistes azerbaïdjanais qui en bloquent l'unique accès. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ceux qui sont coincés à Goris, sinon d'attendre que le temps passe. De s'occuper comme on peut pour ne pas devenir fou, dit Svetlana, et surtout ne pas perdre l'espoir. Mais chaque fois qu'elle parle de la maison, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Sa maison, son mari qui l'attend seul et malade depuis 2 mois. Il est si près, mais inatteignable, là-bas, à 32 km derrière ces montagnes, dans le Haut-Karabakh. Cette route qui traverse les montagnes, qui s'appelle le corridor Latchin, est la seule qui relie le Haut-Karabakh au reste de l'Arménie. Ça fait depuis le 12 décembre qu'elle est bloquée. Donc pour les 120 000 Arméniens qui habitent l'enclave, c'est impossible d'en sortir. Et ceux qui sont coincés à l'extérieur, impossible de rentrer à la maison. La situation se détériore de jour en jour, dit l'ombudsman du Haut-Karabakh. Bloqué lui aussi en Arménie, et lui-même incapable de se négocier un passage pour rentrer à la maison. Ses équipes lui rapportent et documentent en temps réel de graves pénuries de nourriture, des pénuries de médicaments, si bien que le gouvernement a dû imposer un système de rationnement pour éviter la catastrophe. L'enclave est littéralement coupée du monde depuis que ces manifestants de l'Azerbaïdjan, qui prétendent être des écologistes, ont érigé des barricades. Plus rien n'y passe, ni marchandises, ni humains. And if this situation continues, yeah, it is very clear that people will end up with starvation and malnutrition. C'est la mort par asphyxie, dit-il. Azerbaijan, backed by Turkey, is acting in a total impunity. Because they want to empty the Artsakh from Armenians. L'Azerbaïdjan essaie de vider le Haut-Karabakh de ses Arméniens, nous dit Diana, 28 ans, qui était à Erevan, en Arménie, quand le blocus a commencé au mois de décembre. Elle habite depuis dans cet hôtel de Goris avec des dizaines d'autres familles qui s'inquiètent du sort de leurs proches. Car même communiquer avec eux relève du hasard ou de la chance. Les coupures de courant et d'Internet par l'Azerbaïdjan sont quotidiennes à Stepanakert, la capitale. Les joindre, ne serait-ce que quelques minutes, est un des rares moments de grâce pour ces enfants séparés de leur père et de leurs cousins qui tentent de les rassurer à distance. Ce qui est ma crainte, c'est vraiment le côté chronique de ce blocus et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Anaït est originaire du Haut-Karabakh et psychologue bénévole. Forcée de constater que rien ne bouge, malgré les demandes de Bruxelles et de Washington, l'Azerbaïdjan refuse de lever le blocus et profite des besoins de gaz de l'Europe pour avancer ses pions sans aucune conséquence. No one is doing anything, and this is the huge problem, that the people of Artsakh are being ignored by everyone. Astrid habite la toute dernière maison avant la frontière de l'Azerbaïdjan. Elle voit le corridor Latchin de son balcon et se demande furieuse qu'est-ce que les Russes attendent pour mettre fin au blocus. Car ce sont eux qui étaient censés maintenir l'ordre, sous l'égide d'une mission de la paix déployée au terme de la guerre sanglante de 2020 entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, soutenue par les forces arméniennes. On les voit, les Russes, partout, mais ils ne font rien, dit-elle.
C'est tout comme si la Russie regardait ailleurs, préoccupée par sa guerre en Ukraine. Et nous, on vit dans la peur du voisin. Son neveu est un des milliers de soldats arméniens morts au combat il y a 2 ans et elle craint que la guerre reprenne et avance. Let's put in this way that although we hope in Europe that these two nations could live together in peaceful way, that there is still a polarizing situation, unfortunately. Ce député finlandais est membre d'une mission d'observation du Conseil européen qui vient tout juste de débarquer à Goris pour analyser la situation à la frontière. Mais tous regardent, eux aussi impuissants, la crise humanitaire qui se dessine derrière ces montagnes dans le Haut-Karabakh. It's total mess. Oui, dit-il, c'est un gâchis total. Mais nous sommes forts, dit Diana, inébranlables. Because God with us, because we love our land. Ils sont forts, mais se demandent tous qu'est-ce qu'il faudra pour que la communauté internationale les entende. Paris et Washington demandent instamment la levée immédiate par l'Azerbaïdjan du blocus du corridor de Latchine, le seul axe reliant la région du Haut-Karabakh à l'Arménie. Pour Amnesty International, la situation humanitaire y est jugée catastrophique. Il manque de tout. Pas d'antibiotiques, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de chauffage. Les écoles sont fermées. La vie quotidienne est complètement paralysée. Jusqu'à quand cela peut-il durer? Quelles en sont les causes exactes? C'est la séquence centrale de Mélanie Ohaillon. Cette route est l'unique accès qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Cette région séparatiste, peuplée majoritairement d'Arméniens, est disputée de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette route est bloquée depuis plus de 2 mois par des militants azerbaïdjanais qui affirment protester contre des mines illégales. Seuls quelques camions humanitaires accèdent aux villes de l'enclave où vivent 120 000 habitants. Ici, il manque de tout. Les gens meurent, psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture. L'Arménie dénonce une manœuvre orchestrée par l'Azerbaïdjan. Ceci, bien sûr, est une politique non dissimulée de nettoyage ethnique, dans l'espoir que les Arméniens du Nagorno-Karabakh quittent massivement leur foyer. Mi-septembre, le conflit débordait sur les frontières internationales avec le bombardement de plusieurs villes arméniennes. Chaque camp s'accusant d'avoir lancé les hostilités. L'Arménie affirme que l'Azerbaïdjan occupe 50 km² de son territoire souverain. Devant la cour de La Haye, Bakou accuse l'Arménie de poser des mines sur son territoire. Ces engins explosifs représentent une menace urgente de mort et de blessures graves pour les Azerbaïdjanais. Alors que l'Azerbaïdjan interdit tout passage dans le corridor de Latchine depuis mi-décembre, Allen et Eric, 13 et 11 ans, se sont retrouvés seuls dans la ferme familiale, loin de leurs parents bloqués en Arménie. Sur l'écran de l'appel vidéo apparaissent 2 têtes joufflues et intimidées, Allen, 13 ans et son cadet Eric, 11 ans. Joindre les garçons a été une entreprise difficile. Dans l'enclave du Haut-Karabakh, coupé du monde depuis mi-décembre par un blocus imposé par l'Azerbaïdjan, le réseau est intermittent. L'unique ligne électrique a été endommagée et Bakou refuse de laisser passer les techniciens pour la réparer. Conséquence, les habitants ont 6 heures de coupure de courant chaque jour. Le 11 décembre dernier, Anaït et son mari, habitants de la localité de Messemna dans le Haut-Karabakh, ont emprunté le corridor de Latchine pour se rendre à des funérailles à Gori, côté arménien. Croyant pouvoir revenir le soir même, ils n'ont pris avec eux que les 2 derniers, laissant aux aînés le soin de s'occuper de la ferme. Ensemble pour célébrer la messe de Noël, les Arméniens du Syunik prient avec ceux du Haut-Karabakh, bloqués ici par centaines, comme Aïda et la dizaine de mineurs qu'elle accompagne.
Aujourd'hui, j'ai prié et demandé au Seigneur de protéger notre peuple, qu'il nous vienne en aide et nous montre la voie vers la liberté et un avenir prospère. Le 11 décembre dernier, ces jeunes assistent à l'Eurovision Junior à Yerevan. Le lendemain, le corridor de Latchine, seul accès vers le Haut-Karabakh, est bloqué par des centaines de manifestants azerbaïdjanais qui prétextent lutter contre l'exploitation d'une mine d'or dans les environs. La route est toujours bloquée. Depuis, ces enfants vivent dans cet hôtel, loin de leurs proches. Personne ne se plaint, mais la nostalgie est bien là. Traditionnellement, ma famille et moi, on apportait une bougie depuis l'église jusqu'à notre maison. Le 5 janvier, la veille de Noël, pour illuminer la maison en quelque sorte. Mais hier, je n'étais pas là. Alors j'ai demandé à un ami de l'allumer pour moi. Ils maintiennent un lien avec leurs proches grâce à Internet. Résilients, ils gardent l'espoir de se retrouver bientôt. Un Arménien n'a peur de rien du tout. Physiquement, il peut être faible, mais son esprit ne l'est jamais. Malgré l'optimisme de façade, la situation humanitaire au Haut-Karabakh inquiète. 10 000 tonnes de produits de première nécessité n'ont pu atteindre la région depuis près d'un mois. Bien sûr qu'on a peur. La population fait face à une crise humanitaire car il n'y a pas d'approvisionnement en nourriture. Il commence déjà à être à court de produits de première nécessité. Évidemment, la situation est difficile. À 25 km de là, les Karabatis craignent la prochaine coupure de gaz et d'électricité par l'Azerbaïdjan. Le défenseur des droits, lui, parle d'un risque de nettoyage ethnique. Que les Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde. Oui, depuis le 12 décembre, la petite enclave du Karabakh en Azerbaïdjan est comme une île sans aucun bateau, un camp où 120 000 Arméniens se retrouvent enfermés. La route de montagne qui permet de sortir de la capitale, Stepanakert, et rallier l'Arménie, est bloquée par les Azerbaïdjanais. Le premier barrage a été dressé par des activistes qui protestaient contre l'exploitation des mines. Ces faux écologistes sont des frères musulmans, des vrais, en service commandé, des militaires azerbaïdjanais les relaient. Du coup, rien ne rentre, ni vivres ni médicaments, et nul ne sort, ni les vieillards ni les enfants. Ou alors, au compte-gouttes, à l'occasion, l'Azerbaïdjan coupe aussi le gaz, et quand ça dure 2 jours, eh bien, les 120 000 otages grelottent. Mais ce calvaire dure depuis un mois aux yeux de tous. Il se déroule sous les yeux des militaires russes qui restent l'arme au pied. La force russe de maintien de la paix, déployée dans ce corridor de Latchine, est censée garantir le cessez-le-feu. C'était il y a 2 ans, l'Arménie était sur le point de s'effondrer sous les coups de son puissant voisin, soutenu par la Turquie et par Israël. Moscou a signé la fin du round. Visiblement, les Azerbaïdjanais sont tentés de finir le travail, de virer ce peuple qui s'accroche depuis le déluge à sa montagne, la première nation chrétienne de l'histoire. L'étrangleur ottoman est de retour. Et la tentation est d'autant plus forte que les Arméniens sont seuls au monde. Le Conseil de sécurité appelle à lever le blocus, mais se contente d'un vœu pieux. La France, l'Europe, les ONG font des phrases en vain. Ce sont les Russes qui devraient dégager la route, libérer leurs protégés, et ils ne le font pas. Et ils sont coincés parce qu'en fait, ils ont besoin, les Russes, de l'Azerbaïdjan. Alors c'est ça, les Arméniens sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine, ou plutôt ce sont les vraies victimes des sanctions contre la Russie. On connaît les faits pervers des sanctions. Quand les Américains ont mis par exemple l'Irak sous embargo, les Irakiens ont été réduits à la mendicité, mais le régime de Saddam Hussein a renforcé son contrôle sur la société en gérant la pénurie et la contrebande. Pareil en Iran, au Venezuela, en Birmanie et dans presque tous les pays soumis aux sanctions, il y en a pratiquement 25 dans le monde. Contre le Kremlin, les Occidentaux ont pris 13 000 mesures et certaines ont un effet boomerang dévastateur, comme la flambée de l'énergie. Mais la plus cruelle, c'est pour les Arméniens. L'Azerbaïdjan est devenu intouchable. Ursula von der Leyen s'est prosternée à Bakou. Elle venait acheter du gaz. Vladimir Poutine se couche aussi. Il y vend son gaz et son pétrole. La faiblesse de la Russie risque de déstabiliser tout le Caucase. Vincent, est-ce que la survie de l'Arménie en tant qu'État, en tant que pays, en tant que nation est en jeu? Son effacement réaliserait le grand rêve ottoman, le regroupement de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et des régions turcophones d'Asie centrale. À court terme, Bakou veut un corridor terrestre avec la Turquie. Le grignotage a commencé. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent. On en parle trop peu de l'Arménie. Vous avez bien fait de le faire ce matin. Sur les contreforts de la région du Haut-Karabakh, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement
bloque le corridor de Latchine. Un axe crucial pour approvisionner depuis l'Arménie cette zone enclavée en Azerbaïdjan. Bakou, qui nie tout blocus, s'est pourtant vu ordonner mercredi par la Cour internationale de justice d'ouvrir le corridor. La République d'Azerbaïdjan, avant l'arrêt définitif de la Cour, en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, doit prendre toutes les mesures pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens. Les quelques 120 000 habitants du Haut-Karabakh, majoritairement arméniens, manquent de nourriture, de médicaments et de carburant. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, dénoncent une situation de crise humanitaire. Nous essayons de nous débrouiller au mieux, mais c'est difficile. Trouver de la nourriture, s'approvisionner en électricité et en gaz, notre mode de vie est très affecté. Le Haut-Karabakh est disputé depuis 3 décennies entre Bakou et Erevan. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, un premier conflit qui fait 30 000 morts se solde par une victoire arménienne. Une deuxième guerre éclate à l'automne 2020, 6 500 morts et une revanche pour l'Azerbaïdjan qui reprend de nombreux territoires après l'instauration d'une trêve impulsée par la Russie. En réaction au blocus, l'Union européenne a commencé lundi à déployer une mission d'observation à la frontière entre les deux pays. Merci Madame la Présidente. Nous parlons des droits humains en danger. Ils le sont particulièrement ce soir dans l'indifférence générale dans le Haut-Karabakh. La route de Latchine, le seul accès possible à ce territoire, a été fermé depuis plus d'un mois par l'Azerbaïdjan. 120 000 Arméniens, 120 000 civils innocents sont retenus en otage, dont 30 000 enfants. Une population qui manque de tout, et d'abord d'alimentation rationnée désormais. Une population qui manque des soins les plus essentiels. Déjà, une personne est morte, un patient, faute d'avoir reçu les soins dont elle avait besoin. Plus de 13 enfants sont en soins intensifs et ont besoin de traitements urgents. C'est tout simplement, chers collègues, de terrorisme d'État dont nous parlons ici. Terrorisme d'un État, l'Azerbaïdjan, qui veut tout faire pour chasser ce peuple de sa terre. Quelle différence avec la Russie que nous combattons justement? Quelle différence avec la Russie qui est complice de ce terrorisme? Et face à cela, que fait la Commission? Elle finance ces opérations en achetant à M. Aliyev son gaz et en le traitant comme un partenaire responsable. Chers collègues, ce soir, cet hémicycle est peut-être chauffé au prix de la souffrance du peuple arménien. Il est temps de sortir de ce déni de réalité et de cette complicité. Il est temps d'envoyer une mission européenne pour apporter les soins humanitaires urgents. Il est temps d'imposer des sanctions au régime d'Aliyev et de lui dire enfin, les yeux dans les yeux, que la violence ne triomphe pas toujours et qu'un jour la justice l'emporte. Merci beaucoup. Déjà que la région indépendantiste du Haut-Karabakh est sous blocus de l'Azerbaïdjan. Le corridor de Latchine, seule route qui relie le territoire à l'Arménie et donc au reste du monde, a été coupé. Conséquence, les 120 000 habitants arméniens du territoire, parmi lesquels 30 000 enfants, n'ont plus accès aux biens et services essentiels. Amnesty International dénonce dans un rapport une situation humanitaire catastrophique. Je reçois justement son président Jean-Claude Samoulier. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est le quotidien des habitants du Haut-Karabakh sous blocus? Alors, les 120 personnes subissent des coupures d'électricité, des coupures d'internet, des coupures de gaz avec un impact sur le chauffage et puis des pénuries d'alimentation graves, des pénuries de carburant. Et les personnes qui souffrent le plus, ce sont les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, les femmes enceintes. Et il y a 4 impacts très graves sur la population. C'est d'abord tout ce qui est médical. Un cardiologue de l'hôpital de Stepanakert nous disait qu'il y a seulement 10% des opérations qui sont effectuées. Il recevait entre 30 et 40 personnes par mois. Ce n'est plus que 5 ou 6 personnes par mois. Dans les maternités, on manque de tout. Les chambres ne sont pas chauffées. On manque de couches, de lait, de soins pour les bébés. Une maman nous a expliqué que la couveuse, c'était une couveuse pour 3 enfants et que les 3 enfants, à tour de rôle, allaient dans la couveuse. Donc tout manque et la situation est catastrophique. Et puis également, on a un impact sur le droit à l'éducation, puisque sur les 27 000 enfants, au début, fin décembre, il n'y avait plus d'école. Maintenant, certaines écoles réouvrent, mais c'est seulement quelques heures par jour. Et puis, il y a des
familles qui sont déchirées, des personnes ont franchi le corridor de la Chine pour aller en Arménie, par exemple, ne peuvent plus revenir, donc les familles sont déchirées. Et puis, il y a les personnes porteuses de handicap qui sont cloîtrées chez elles. Avec le manque de carburant, elles ne peuvent pas sortir, il n'y a plus de transport en commun. Et une personne, notamment, qui avait amputé des 2 jambes parce qu'elle avait sauté sur une mine lors de la guerre de 90, disait « Je suis véritablement en prison et en prison chez moi ». Alors, comment tiennent-ils depuis 2 mois? Est-ce que de l'aide humanitaire parvient quand même dans le Haut-Karabakh? Très faiblement, il y a très peu, il y a 4 ou 5 camions du CICR ou des forces d'interposition russes qui amènent de l'alimentation et des médicaments, mais c'est très insuffisant, donc c'est vraiment, ces personnes survivent. Il y a des tickets de rationnement qui ont été mis en place, des tickets bleus pour les pâtes ou pour le riz, c'est 1 kilo par personne et par mois, un ticket rouge pour les œufs, les personnes ont droit à 1 litre d'huile par mois, donc il n'y a plus de fruits et légumes, il n'y a plus de produits frais, un peu de viande, mais pas tellement. Donc la situation, on est au bord d'une catastrophe humanitaire. Le Premier ministre de la République autoproclamé demande un pont aérien. Est-ce que ça peut être une solution d'urgence? Oui, enfin, ça peut être une solution, mais la meilleure des solutions, c'est de réouvrir le corridor de la Chine. Hein. C'est de la responsabilité de l'Azerbaïdjan et des forces d'interposition russes depuis le cessez-le-feu de novembre 2020. Donc, c'est la responsabilité des Russes d'assurer la sécurité de ce corridor. Donc, avant tout, c'est là qu'on devrait agir. Que cherche l'Azerbaïdjan à travers ce blocus ? Isoler complètement la population arménienne du Haut-Karabakh. Il y a des discours qui sont glaçants. Hein. Ilham Aliyev, le chef du gouvernement azerbaïdjanais, dit ceux qui veulent s'en aller, qu'ils s'en aillent, la porte est ouverte. On ne peut pas parler de nettoyage ethnique encore, mais quand même les discours sont très révélateurs de la volonté des forces azerbaïdjanaises. Vous évoquiez la mission russe de maintien de la paix qui, je le rappelle, a pour mandat d'assurer la sécurité du corridor de la Chine depuis l'accord de cessez-le-feu donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en novembre 2020. On la sent pour le moins passive dans cette histoire. Absolument, il y a 2000 soldats russes qui devraient assurer la sécurité de la population, des 120 000 personnes qui habitent le Haut-Karabakh, et on les sent très passives, notamment dans le corridor de la Chine. C'est son travail, c'est sa mission d'assurer l'accès à cette région enclavée, et le travail n'est pas fait, la mission n'est pas remplie. Paris, Berlin et Washington ont demandé la levée immédiate du blocus ces derniers jours. Que demandez-vous à l'Azerbaïdjan et aux forces de maintien de la paix? La même chose, on demande la levée du blocus. Il faut que les produits de première nécessité puissent arriver dans le Haut-Karabakh. Il faut sauver cette population qui est au bord de la famine et qui a tellement besoin de médicaments, de fournitures médicales et de toutes les choses essentielles à la vie, les biens de consommation les plus courantes. Merci beaucoup Jean-Claude. Une impressionnante marée humaine pour dire stop. Ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées à Stepanakert, ville la plus importante du Haut-Karabakh à majorité arménienne. Ils s'opposent au blocage du corridor de la Chine, l'unique route qui relie la région montagneuse à l'Arménie. C'est la seule route qui relie la région au reste du monde, pas seulement l'Arménie. Nous atteignons le reste du monde par l'Arménie. La situation est très grave. Cet axe majeur est bloqué depuis près de 2 semaines par des manifestants azerbaïdjanais. Ils disent protester contre des mines illégales dans la région. De son côté, Erevan accuse Bakou de vouloir provoquer une crise humanitaire. Une accusation rejetée par l'Azerbaïdjan. Beaucoup d'informations circulent à propos d'un blocage complet du corridor de la Chine. Un blocage total de cette région par l'Azerbaïdjan. J'aimerais souligner que cela ne correspond pas à la réalité. En septembre dernier, des combats à la frontière entre les 2 pays avaient fait près de 300 morts, faisant planer la crainte d'une nouvelle guerre d'ampleur. Fiken Cheterian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes spécialiste du Caucase. Alors, pourquoi ce blocus dans un axe stratégique? Que cherche aujourd'hui l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan cherche de prendre le contrôle de ce qu'il reste du Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan a utilisé la pression militaire l'année passée, l'année avant. Et aujourd'hui, le blocus, c'est une autre manière de mettre pression sur les autorités de Nagorno-Karabakh pour prendre contrôle, mais aussi pour réaliser un nettoyage ethnique de la région.
Mais à quoi ça rime, ces soi-disant militants écologistes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une absurdité. Ces gens ne sont pas des militants écologistes. Les militants écologistes n'ont pas le droit de protester en Azerbaïdjan en général. Les citoyens azerbaïdjanais n'ont pas le droit de visiter la région de Haut-Karabakh ou les régions reprises par l'Azerbaïdjan suite à la guerre de 2020. Il faut une autorisation spéciale. Et les journalistes indépendants azerbaïdjanais, ils ont enquêté sur ces gens. C'est des personnalités qui travaillent ou dans l'armée azerbaïdjanaise ou dans le système étatique de l'Azerbaïdjan. Si on remonte un petit peu dans le temps, le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan attaque en pleine nuit l'Arménie. Là, on parle d'une guerre qui fait quand même penser à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Est-ce que c'est un petit peu le même genre d'invasion dont on peut parler ? Oui, tout à fait. L'attaque a pris 48 heures et a causé le mort de plus que 300 soldats des deux côtés. L'intention de l'Azerbaïdjan, c'était de prendre des positions stratégiques dans le sud de l'Arménie et même couper l'autoroute qui lie l'Arménie avec le sud et avec l'Iran. C'est grâce à des pressions, surtout américaines, que l'attaque a été stoppée. Mais alors pourquoi cette offensive de Bakou alors que des négociations sont en cours sous l'égide de l'Union européenne en ce moment même ? Ilham Aliyev, il se sent très fort. Il sent qu'au niveau militaire, mais au niveau également diplomatique et stratégique, il a l'avantage. Et il essaie de presser l'Arménie pour que Yerevan abandonne pas seulement le Haut-Karabakh et les Arméniens qui habitent là, le 120 000 civils qui restent dans la région, mais également Ilham Aliyev, il veut avoir un contrôle territorial dans le sud de l'Arménie pour avoir un accès terrestre avec l'exclave du Nakhitchevan qui se trouve à l'ouest de l'Arménie. Parce que c'est vrai que ça, il faut le rappeler, l'Azerbaïdjan a grignoté une partie de l'Arménie même. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arménie a raison d'avoir peur ? Oui, tout à fait. En plus, Ilham Aliyev, officiellement, il dit que l'Arménie n'existe pas, l'Arménie n'est pas légitime. Historiquement, les Arméniens ne viennent pas de cette région. Il prétend que l'Arménie actuelle, en fait, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc, au niveau idéologique, mais aussi au niveau des discours politiques, Ilham Aliyev est en train de développer un discours extrêmement agressif envers l'Arménie. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de nettoyage ethnique. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est une réelle menace ? Oui, donc depuis 30 ans, la règle du jeu dans le conflit du Karabakh, c'est intolérance ethnique extrême. Ça s'est passé pendant la première guerre du Karabakh, du deux côtés, mais aussi ça s'est passé en 2020 quand l'Azerbaïdjan a pris contrôle des régions peuplées par des Arméniens. Je pense à Hadrout, je pense à Chouchi. Là, les civils arméniens qui restaient étaient assassinés et on a réalisé un nettoyage ethnique. Donc, il n'y a pas de raison pour penser que la politique azerbaïdjanaise va changer aujourd'hui. Avec une idéologie raciale qui s'est développée ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est nouveau, parce qu'historiquement, les Arméniens et les Azerbaïdjanais, ils ont cohabité ensemble, ils ont vécu dans le même espace. Mais depuis 2 décennies, il y a un discours extrêmement raciste qui se développe au niveau étatique en Azerbaïdjan, un discours d'intolérance qui menace de continuer le conflit encore longtemps. Ce 16 mars, voilà 95 jours que le corridor de Latchine, unique route reliant la région arménienne au reste du monde, est bloqué par l'Azerbaïdjan. 20 000 personnes âgées, 30 000 enfants coupés du monde sur cette terre arménienne millénaire, au sort ballotté depuis que Staline décida son rattachement à l'Azerbaïdjan en 1920. Les enjeux de Bakou sont clairs, asphyxier la population arménienne de l'Artsakh pour l'obliger à quitter l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan nie toujours que la route est bloquée, et la situation s'enlise. À l'automne dernier, l'esquisse fragile d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se dessinait. Les événements en cours rendent une telle issue irréaliste. La position de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh est claire, comme le déclarait le ministère des Affaires étrangères, le Karabakh fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan.
Les droits et la sécurité des résidents d'origine arménienne vivant dans cette région seront assurés conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan. Une sécurité à laquelle les Arméniens ne croient pas du tout. À Stepanakert, on ne prend pas de telles déclarations au sérieux. Quand on voit la façon dont ils nous traitent, comment pourrions-nous leur faire confiance et vouloir vivre avec eux? Il est certain que jamais nous ne pourrions survivre. Depuis 3 mois, seuls quelques convois de la Croix-Rouge, chèrement négociés, ont pu braver le barrage. Les appels internationaux à rétablir la libre circulation restent lettre morte. Et la communauté internationale brille par sa léthargie. Il faut dire que Kiev est plus proche de Paris qu'Erevan.